je l'ai évoqué et Maëlle l'a rappelé aussi, Sébastien Lecornu continue les consultations. On nous murmure qu'un gouvernement serait annoncé en fin de semaine après la dernière salve de consultation, c'est-à-dire jeudi et vendredi, où il y aura le PS. Alors écoutons Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, ce matin sur BFM TV. Moi, je voudrais la copie complète. Pour l'instant, on a bien compris ce qu'il ne voulait pas, on n'a pas très bien compris ce qu'il était prêt à faire. Et donc, ce que je veux, vendredi, c'est de savoir exactement ce qu'il sera demandé aux Françaises et aux Français et quel sera le rendement de toutes les mesures qu'il entend présenter face aux nôtres. Si rien ne change, eh bien, le résultat est déjà connu. Il y aura une censure et donc ce gouvernement tombera et il y aura vraisemblablement une dissolution à laquelle nous sommes prêts. Ouais, on a l'impression, Olivier Faure, à l'entendre, que même s'il n'a pas la copie complète du budget, dans sa tête, le gouvernement tombe déjà. Écoutez ce que répond Naïma Moutchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale députée Horizon sur Sud Radio ce matin. La taxe Zuckman, en tant que telle, non. La suspension, l'abrogation de la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est totalement irresponsable. Par contre, ce que fait le Premier ministre aujourd'hui, c'est qu'il ouvre d'autres portes. Il dit, par exemple, qu'il est prêt à augmenter certains impôts, en diminuer d'autres. Il explique que sur la réforme des retraites, on va évidemment pas la mettre de côté, mais on peut certainement travailler à un compromis utile sur la pénibilité, sur la carrière des femmes. Enfin, il y a quand même la voie pour un compromis utile, un compromis. Ouais, on peut pas. Les socialistes peuvent pas imposer tout leur programme, rien que leur programme. C'est pas ça le compromis. Oli Bordès, vous avez rendu votre livre quand ? En août. Début août. Début août. Là, on est fin septembre. Donc avant. Et là, quand on entend Naïma Moutchou, on pourrait l'inclure dans les dialogues qu'on a dans votre livre. C'est-à-dire qu'on continue. En polonais, on dit savonner les yeux. On continue de cette espèce d'écran de fumée général qu'il y a là, et on continue à vous dire que oui, on pourra faire des compromis. Oli Bordès, enfin, je veux dire, parlons-nous clairement, ça tiendra pas. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun compromis possible et qu'il n'y a a priori aucun gouvernement solide qui peut tenir jusqu'à la fin, jusqu'à la prochaine présidentielle. Et on l'a vu avec Michel Barnier, on l'a vu avec François Bayrou, même si lui a réussi à faire passer un budget, mais on sait dans quelles conditions tous les partis avaient envie qu'il y ait un budget pour la France et ne voulaient pas couler le bateau complètement. Et on le voit maintenant aujourd'hui avec Sébastien Lecornu qui semble dans une impasse quasi inextricable. Donc pour l'instant très très pessimiste, autant que Joseph Massescaron. Non mais vous voyez donc aucune issue possible. En fait, déjà j'ai du mal à le voir composer un gouvernement. Vous avez vu, ça fait il bat le record aujourd'hui du Premier ministre qui met le plus longtemps. Un tiers des Français satisfaits à peu près. À composer un gouvernement. Ouais. Pourquoi il met longtemps à composer un gouvernement ? Parce qu'il se rend bien compte que le PS n'a pas vraiment envie de négocier, a priori. Ouais. Mais je vous interromps parce que en fait, à chaque fois, là c'est le 3e, et à chaque fois, il se tourne vers le PS. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Voilà. Michel Barnier s'était tourné vers le RN. Bon, ça lui a pas réussi. Et il l'a pas fait. Il a presque fait semblant de le faire. Vous l'avez fait hyper tardivement. Il a un peu fait semblant de le faire aussi. Parce que, voilà. Il l'a fait très tardivement. François Bayrou, lui, a parlé à tout le monde. Et effectivement, c'est plutôt tourné vers le PS. Ça a marché dans un premier temps, puisque en février, il n'a pas été censuré sur le budget. Et donc Sébastien Lecornu se tourne vers le PS. J'ai l'impression que c'est surtout une volonté d'Emmanuel Macron pour le coup, de ne pas se tourner vers le Rassemblement national. Et tout était les guidés du château, c'est-à-dire que Sébastien Lecornu c'est un mini Macron, donc en fait il fait tout ce que lui dit le chef de l'État. Surtout ce qui n'était pas le cas avec François Bayrou et avec Michel Barnier. Et le rejet massif des Français pour des raisons diverses du chef de l'État, c'est le rejet aussi dans ce pourcentage historiquement bas. Souvent, un chef du gouvernement, quand il arrive à Matignon, il est à minimum 45-48%. Oui. Je parle sous votre contrôle, Joseph. C'est ça. Oui. Là, on est à un tiers. C'est parce qu'en fait, les gens rejettent Emmanuel Macron. Ils rejettent par là son Premier ministre, qui est très très proche de lui. C'est un marcheur de la première heure, comme on dit. Et donc, ça ne tiendra pas. Joseph. Moi, mon interrogation à partir de ce que vous venez de dire, votre analyse, c'est est-ce qu'il peut encore émerger aujourd'hui de ce bourbier un personnel politique de qualité? Est-ce que la réponse n'est pas dans la question?
On l'aurait déjà vu, non? Non, mais pourquoi? Ça non, moi, je n'ai pas la connaissance de Willy Bordas du personnel, mais parce que c'est ça aussi quand même qui frappe. En fait, ce qui frappe dans la question de Joseph, c'est que quand on lit votre livre, encore une fois, il y a des dialogues, il y a plein de propos rapportés que vous arrivez à induire dans un texte admirablement bien écrit, mais du coup, en fait, c'est ces dialogues qui sont vrais et ce sont des dialogues qui, à 100%, traduisent la volonté d'une carrière politique. Ce sont des gens qui sont à l'Assemblée parce que c'est leur boulot, parce qu'à la fin du mois, ils ont sur leur fiche de paye un montant très très intéressant en bas à droite de leur fiche de paye, et que pour certains de ces députés, certains pourraient effectivement aller travailler dans le privé, mais c'est une infime minorité, et donc les autres, c'est leur boulot, donc ils essayent de regagner une place ici ou là, et ça c'est terrible, et je le dis souvent dans ces émissions là dans Europe 1 Soir, c'est que la carrière politique de ces gens-là à privilégier sur le faire nation, les convictions politiques, appelez ça comme vous voulez, mais en fait on ne dirige plus ce pays. Mais une fois que vous avez été élu avec l'aide et au prétexte du barrage républicain, ça vous empêche de facto de discuter avec le moins du tiers de l'Assemblée, le quart de l'Assemblée que représente le Rassemblement national et leurs alliés d'Éric Ciotti. Surtout du point de vue d'Emmanuel Macron, qui n'a été élu en 2022, puis aux législatives de 2022, puis aux législatives de 2024 et aux élections européennes, que contre, élu ou défait, mais que contre le Rassemblement national. C'était son seul et unique argument de campagne. Vous ne pouvez pas expliquer en tant qu'Emmanuel Macron, mettez-vous dans les baskets du président de la République, vous êtes piégé dans ce jeu-là, et vous ne pouvez plus expliquer à personne que vous allez commencer peut-être une ébauche de discussion avec le Rassemblement national. Michel Barnier pouvait le faire parce qu'il c'était un LR, c'était pas un macroniste pur jus. Mais aujourd'hui, c'est impossible pour Sébastien Lecornu. Mais Willy Bordas, est-ce la raison pour laquelle, ce que vient d'évoquer Victor, est-ce la raison pour laquelle vous ne voyez que la possibilité d'une démission du président et d'une dissolution, alors que Emmanuel Macron fait tout le contraire? Il essaye de jouer la montre, mais on essaye de mettre un rond dans un carré, si je puis me permettre. Ouais, j'ai l'impression franchement, rien n'est fermé. J'ai l'impression que rien n'est fermé et que, alors pour lui peut-être que c'est fermé pour l'instant, la démission, voire même la dissolution. Je disais dans un excellent canard qui s'appelle Le Figaro que il aurait dit cette semaine on ne va pas dissoudre tous les ans. Donc ce qui montre potentiellement une non-envie de le refaire. Mais j'ai l'impression que rien n'est fermé, y compris des scénarios complètement fous où Sébastien Lecornu serait censuré et serait renommé dans la foulée. Ou même serait censuré, le président de la République n'accepterait pas sa démission et pourrait continuer à gouverner, à présenter un budget. Enfin, en fait, il y a tout un tas de choses que la Constitution permet, que cette 5e République permet. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette législature, avec cette Assemblée nationale et avec ces gouvernements. Et donc, faire des pronostics dans cette situation, sur une démission, sur une nouvelle dissolution, me paraît de plus en plus risqué chaque jour. Oui, donc c'est pour ça que vous préférez vous taire, voilà. Vous avez raison. Willy Bordas, après ce livre, comment est-ce que vous êtes accueilli à l'Assemblée nationale? Parce que je rappelle que vous êtes grand reporter politique au Figaro, vous nous racontez plein d'anecdotes. Il y a des offs qui ont été brisés. Oui. Alors le off, pour nos auditeurs, c'est quand on vous confie quelque chose, il faut surtout pas le répéter. Bon, alors, est-ce que vous avez été un traître? Déjà, je suis pas trop mal accueilli pour l'instant. Bon, l'Assemblée n'a pas encore réouvert, donc ils sont pas tous vraiment là. Mais est-ce que la journaliste de l'Humanité qui refuse de serrer les mains à Sébastien? Déjà, je pense que tous ne l'ont pas lu. Parce qu'effectivement, il y a des offs qui... Là, ils vont le lire, je peux vous dire que... cette émission... Et moi, ce qui m'étonne, c'est... quand vous voyez, par exemple, à un moment donné, dans le livre, je parle des relations entre Laurent Wauquiez et Michel Barnier. Oui. Ils m'ont fait des phrases absolument incroyables l'un sur l'autre, d'une violence inouïe. Et quand je vois Laurent Wauquiez féliciter hier Michel Barnier pour sa réélection, je me dis, mais attends, Michel Barnier, quand il va lire le livre... il va comprendre ce que Laurent Wauquiez pense vraiment de lui. Il le sait, à mon avis. J'allais dire, c'est parce que vous êtes encore jeune. Mais oui, je pense qu'il le sait. Oui. Moi, on fait une campagne. On peut témoigner du fait qu'en 2012, je crois qu'ils avaient une campagne. Il faut revenir encore avant. Il faut revenir à il y a plus longtemps que ça. Joseph Massescaron. Moi, j'aimerais vraiment revenir, sur. Je sais que la dernière question. Je sais que vous prenez de la distance et que vous dites que vous ne pouvez rien prévoir, mais on va dire simplement dans les semaines à venir, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, le gouvernement peut tomber très rapidement, j'ai l'impression quand même. Un gouvernement mort-né.
Ouais. Oui. Ça, on n'aura pas encore. Vous vous rendez compte que tout le monde d'ailleurs se fiche du gouvernement en fait en réalité. On ne parle que du budget. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on se dit le casting, on s'en fiche un peu. De toute façon, ça tombera. Même nous autres journalistes politiques, on ne chronique plus. Non. Avant, on faisait plein de papiers en disant peut-être qu'il y aura un tel. La dernière question, c'est comment aujourd'hui peut-on avoir assez de niaque et d'énergie pour être journaliste politique? Parce que être obligé à chaque fois de dire, la méthode Barnier, la méthode Bayrou, la méthode Le Cornu, c'est ce qu'on entend à chaque fois, et c'est ce qu'on lit. Comment vous faites? La situation politique est quand même passionnante. Franchement, on s'amuse énormément. Alors la situation, mais on s'amuse, mais c'est terrible. La situation, mais est-ce que les acteurs le sont? Point de suspension, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Wally Bordas d'avoir été notre invité. Palais Bourbier, chronique d'une France ingouvernable chez Robert Laffont. Je vous signale également que tous les jours de 7h à 9h, vous retrouvez toute l'équipe d'Europe 1 Matin, à commencer bien sûr par le chef d'orchestre Dimitri Pavlenko, assisté de son premier violon, Anissa Haddadi, et ensuite tout l'orchestre, Olivier Delagarde, Sonia Mabrouk, Vincent Hervouet, toutes les signatures d'Europe 1, Philippe Val, Charlotte Dornelas, Olivier Babot, l'ensemble de la rédaction Europe 1 Matin. C'est de 7h à 9h tous les jours sur Europe 1, la radio libre. À tout de suite dans Europe 1.